Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Karine Viard. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je voulais juste ajouter une information d'importance, qui est que, comme vous le voyez à ma gauche, cette discussion, cette rencontre sera traduite en langue des signes. Merci beaucoup, c'est un exercice qui me fascine totalement et voilà, c'est le plus aussi de cette rencontre. Comment est-ce que le cinéma est venu à vous, ou bien est-ce que c'est vous qui êtes venu au cinéma? Est-ce qu'il y a par exemple de la cinéphilie dans votre enfance? Comment vous êtes entré en contact avec le monde du cinéma? Alors non, pas du tout. Moi j'ai été élevée par des grands-parents dans un petit village à côté de Rouen. Vraiment c'était la télé, hein. Moi j'ai eu le téléphone, j'avais 14 ans. Enfin, je veux dire, je vivais à un rythme comme vivaient pas mes copines qui elles étaient avec des parents plus jeunes, plus modernes et tout ça. Donc vraiment, j'avais pas du tout accès au cinéma. Moi, juste, je voulais être comédienne. Et je sais pas, ce désir est venu quand j'étais très très jeune, vraiment aussi loin que mes souvenirs remontent. J'avais envie d'être comédienne et vétérinaire, puis comédienne. Donc ça, c'était fait. Et puis, je pensais vraiment faire du théâtre. Je pensais pas faire du cinéma. D'abord parce que j'avais pas de physique, d'abord parce que je comprenais pas comment ça marchait. Enfin, ça me semblait vraiment inaccessible. Et en plus, à l'âge où voilà, je regardais la télé, etc. Moi, j'avais pas trop accès aux films de Blier ou des choses comme ça. Donc, je voyais, comment elle s'appelle, Romy Schneider, qui était l'actrice, qui était magnifique. Enfin, moi, j'ai jamais imaginé que je pourrais faire du cinéma. Et puis, à 14 ans, je suis allée à Rouen au lycée. Et là, j'ai fait la connaissance d'une amie d'adolescence, que je vois toujours d'ailleurs, qui est toujours mon amie, et qui, elle, m'a ouverte au cinéma indépendant américain. Je suis allée, elle m'a fait connaître cette salle d'art et essai qu'il y avait à Rouen. Et là, moi, j'y allais, mais toutes les semaines, quoi. Et j'ai découvert tout le cinéma indépendant américain des années 70, 80, etc. Et ça a été pour moi une passion, et j'ai découvert ce qu'était le cinéma à ce moment-là. Mais là encore, je n'imaginais pas une seconde faire ça. Quels étaient les obstacles qui semblaient se présenter à vous? Est-ce que le cinéma est un milieu trop lointain, symboliquement, géographiquement? Qu'est-ce qui vous bridait, en fait? Je pense que ce qui me bridait, c'est que j'en avais même pas le rêve, ça me semblait parfaitement inaccessible. Moi, je voulais faire du théâtre, parce que je voulais avoir une vie je voulais pas être dans un bureau, je voulais pas obéir à des règles, à quelqu'un, etc. J'avais une vision un peu romantique, un peu fantasmée comme ça de théâtre, en disant on participe tous à une œuvre commune, on est sur les routes, on se balade, on joue là, tout ça. Bon, évidemment, j'ai changé très vite. Ça se passe pas trop comme ça. Mais, en tout cas, c'était ça. J'avais vu Molière de Ariane Mouchkine, et ça m'a fait fantasmer des siècles, ce truc. Donc c'est ça que je voulais vivre. Et puis finalement, après mon bac, à 17 ans, je suis montée à Paris, descendue à Paris. Et puis j'ai essayé. Bon, c'était plus facile, je faisais des pièces où on était plus sur scène que dans la salle. Enfin, je veux dire, j'ai essuyé des plâtres comme ça, des pièces obscures, les gens partaient, je leur donnais raison. Et puis voilà, tu survis, tu fais des petits boulots, des machins, et puis en même temps, tu essaies de gagner ta vie, les sous. Donc tu fais évidemment des castings pour des trucs télé, des machins. Voilà, et puis finalement, c'est beaucoup plus le cinéma qui a marché en fait. Mais le cinéma, ça peut être très ingrat, c'est-à-dire que le cinéma, c'est génial quand tu as un rôle, quand tu as des vraies scènes à défendre, mais quand vous voyez les gens qui arrivent pour dire « Bonjour, je suis médecin, laissez-moi passer », c'est que de la frustration en fait. C'est pas du tout amusant, c'est-à-dire que t'as rien à exprimer, t'as le trac, tu viens pour une journée, tu connais personne. Alors si tu as la chance d'avoir, quand tu as un petit rôle, des très belles scènes, c'est chouette, mais sinon le cinéma, ça peut être très frustrant quand tu n'as pas des rôles conséquents. Il vaut mieux jouer au théâtre, tu es plus épanoui, tu as plus de choses à défendre. Et donc les premiers rôles, c'était comme ça, ou comment ça a été concrètement? Mais non, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que, bon, j'ai un petit peu galéré, mais j'étais jeune fille, et puis ça m'a permis d'éprouver mon désir aussi, donc c'était pas mal. Et j'ai vu que j'avais vraiment du désir.
parce que j'ai vraiment quand même un peu fait des boulots vraiment, vraiment pénibles. Mais je voulais être comédienne et tout ça. Ma grand-mère pleurait, on s'est pas sacrifié pour que tu fasses ça, tout ça. Assistante de magicien, tout. J'ai vraiment fait plein de trucs. On s'est quand même passé libre pour que tu sois assistante de magicien. Bon. Donc j'ai même c'est pour gagner des sous, tout ça. Bon. Donc voilà, aujourd'hui je regarde ça avec beaucoup de tendresse. Sur le coup, je trouvais ça quand même un peu dur. Puis je me disais, j'espère quand même que je vais y arriver. Et puis, quand même à 24 ans. Alors je m'étais donné, comme j'étais arrivée à Paris à 17 ans, je m'étais donné 10 ans. Je me suis dit, si à 27 ans ça n'a pas marché, si à 27 ans je n'ai pas fait quelque chose, ben j'arrêterai. C'est vraiment que c'est pas pour moi. Et à 24 ans, donc j'ai eu le casting de Étienne Châtilliez, qui avait fait La vie est un long fleuve tranquille, qui à ce moment-là était le réalisateur. Et donc j'ai été prise pour jouer Tati Daniel, un rôle secondaire. Je joue Agathe au Jardin de la Beauté. Je suis maquillée comme une voiture volée. En fait, là aussi, c'était assez drôle parce que ça a été mon premier film avant. J'ai beaucoup essuyé les plâtres. J'allais à des rendez-vous à la SFP à l'époque avec des réalisateurs qui, pour me donner le rôle, me lisaient les lignes de la main. Enfin, c'était des ringardos, j'en pouvais plus. Et ça marchait pas en plus. C'est-à-dire, je lisais des films qui étaient nuls, je passais des essais et en plus, j'étais pas prise. Donc je me suis dit, mais peut-être que je me trompe vraiment. Et puis je rencontre Étienne Châtilliez qui me dit, non, vraiment, tu ne corresponds pas au rôle tel que je... Mais comme c'était au mois d'août et tous les acteurs étaient partis en vacances, il m'a dit, mais comme je fais beaucoup de pubs, du coup, tu vas pouvoir venir, je vais te faire quand même passer des essais parce que comme je fais de la pub et que tu as l'air marrante, peut-être je pourrais te caster pour une pub et tout ça, si ça t'embête pas. Je dis, je veux bien. Je dis, est-ce que vous pouvez me parler du rôle, c'est quoi, tout ça. Alors il m'explique un peu. Donc j'avais rendez-vous la semaine d'après. Donc moi je me déguise, je vais chercher le pull Annie Blatt de la mère d'une copine. Je me déguise quoi, je me déguise en comme je suis pas. Et puis je vais au rendez-vous, j'attends très longtemps, je vois qu'il passe, qu'il repasse, j'ose pas lui dire bonjour, vous avez rendez-vous avec moi. Et puis à un moment donné, il dit, enfin c'est incroyable, qu'elle soit toujours pas là, tout ça. Alors je fais, pardon, mais peut-être c'est moi que vous attendez. Donc déjà, il me reconnaît pas. Donc je passe les essais comme ça, il était tout le temps de dos. Il y avait son directeur de casting qui filmait, il était tout le temps de dos. Et moi je jouais, je me dis, il doit me trouver, mais super nul. Et à ce moment-là, il se retourne et je vois qu'il pleure de rire. Donc je comprends pas trop, il me dit, mais je te prends tout de suite. Alors là, je me suis dit, j'ai la baraka là. Ça s'est retourné. Et donc j'ai fait, à 3 mois d'intervalle, j'ai été prise pour le film de Châtilliez, qui était quand même un réalisateur très en vue. Et j'ai été prise 3 mois plus tard dans Delicatessen pour le rôle de Mademoiselle Plus. Ils avaient écumé tout Paris. Ils voulaient Béatrice Dalle qui avait refusé. Et vraiment, moi, ma photo était passée, elle était aussitôt repartie. Et comme j'étais très copine avec le directeur de casting, il m'a dit il trouve pas, moi je suis sûre que tu pourrais être bien, je repasse ta photo. Je dis je te remercie. Donc il m'a repassé la photo, ils étaient tellement désespérés là encore, ils se sont dit elle a des gros bichons, ok, on va la rencontrer. Et j'ai passé les essais et je l'ai eu. Donc vraiment, c'est pour dire que j'ai été l'artisan de ma chance, puisque j'ai passé les essais. Mais je veux dire, c'est quand même toujours un peu de la chance, voilà. Et donc à partir du moment où à 24 ans, j'ai fait à 3 mois d'intervalle et le film de Châtilliez, Tati Daniel et Delicatessen, d'une certaine façon, je n'ai plus arrêté de travailler. Et en plus, c'est des choix qui, sur la distance, en fait, me ressemblent. C'est-à-dire que j'allais dans la direction d'une comédie populaire, grand public, etc. Et puis avec Delicatessen, j'étais d'entrée de jeu dans un film plus spécial, plus auteur, plus bizarre. Et au fond, c'est aussi ça qui a déterminé mes choix, ma carrière, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu ces 2 rôles, j'étais rentrée dans l'organigramme, quoi. J'étais une jeune actrice à qui on pouvait proposer des trucs. Alors Tati Daniel n'a pas été programmée cette semaine, au grand regret d'Émilie notamment et du mien, parce que c'est notre film préféré. Ah mais bon ouais.
un des films préférés, mais aussi c'est un souvenir marquant quand même, on a beaucoup de tentatives. Oh, c'est très drôle. Mais c'est un film que vous connaissez, je pense. Delicatessen, en revanche, était programmé jeudi matin. Et effectivement, vous avez pointé les deux directions dans lesquelles vous allez immédiatement. Mais est-ce que ça veut dire pour vous travailler de la même façon? Est-ce qu'on travaille de la même façon dans un cas et dans un autre, avec cette Iliès et avec Caro et Genet? Alors, en fait, je pense que oui, c'est juste qu'il faut comprendre où tu es. C'est-à-dire que ça fait quand même appel à une forme d'intelligence. C'est-à-dire que je pense qu'un acteur complètement con ne peut pas avoir une grande carrière. C'est très prétentieux, ou je sais pas, mais je pense ça, c'est-à-dire que tu as des acteurs prodigieux qui sont instinctifs et qui jouent très bien, qui sont un peu animales comme ça, et qui ont une qualité de présence, un charisme très important. Mais c'est pas une carrière, ça. C'est-à-dire que la gestion d'une carrière, ça fait quand même appel à l'intelligence et à une forme de lucidité sur soi-même. Donc la question, quand tu es, par exemple, chez Châtilliez ou chez Caro et Genet, c'est juste d'avoir l'intelligence de savoir où tu es. Qu'est-ce qu'on attend de toi, si tu as un rôle principal ou un rôle secondaire. Quand tu as un rôle secondaire, tu sers à raconter le rôle principal. Donc tu dois être archétypal, je dirais. Alors que quand tu as le rôle principal et que tu es là tous les jours, tu peux proposer des personnages beaucoup plus subtils et beaucoup plus ambivalents. Et tu as d'une certaine façon beaucoup plus les cartes en main. Déjà, savoir ça, c'est pas une question d'ego, c'est juste savoir où tu es, ce qu'on attend de toi et ta force de frappe. C'est-à-dire que si tu es un personnage dans Paris, je ne sais pas si vous l'avez vu de Cédric Lapiche, j'ai 3 jours de tournage, je joue une boulangère ultra raciste, mais qui pense que tout le monde pense comme elle, on est bien d'accord, qui dit à son assistante attachez-vous les cheveux là pour pas avoir tous les frisottis sur les gâteaux. Je veux dire, et c'était très amusant à jouer, mais c'était cette petite partition-là dont il fallait avoir une grande force de frappe. Tu commences pas à dire cette fille a une autre vie, elle a un mari avec qui elle n'est pas en très bon terme, c'est pas facile pour elle. Tu n'as pas cette subtilité, tu dois juste être une couleur. Et donc, c'est comme ça, moi, que je travaille. C'est déjà comprendre où je suis, ce qu'on attend de moi, et à partir de là, je confectionne mon ouvrage. En même temps, il y a quelque chose que je trouve plutôt... je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment de projection de comment fonctionne... voilà, comment on se projette en tant qu'actrice à 24 ans, mais je trouve que c'est plutôt épatant d'imaginer à quel point vous êtes quand même très affirmée dans une envie de singularité, parce qu'on pourrait s'imaginer, on arrive à un casting, on essaie de se fondre, de pouvoir être à la fois tout le monde et personne, de pouvoir finalement montrer qu'on a la capacité d'incarner n'importe quel type de personnage. Et là, vous arrivez en étant très affirmé. Et ça, moi, j'essaie de m'imaginer à 24 ans, je me dis, c'est quand même quelque chose que je trouve plutôt épatant et qui sans doute aussi a une influence fondamentale sur la façon dont votre carrière ensuite se déroule derrière, peut-être. Ben, comme j'ai eu une vie pas super fastoche, j'ai pas été vraiment éduquée. J'ai été follement aimée par mes grands-parents, mais j'ai pas été trop éduquée. J'ai eu l'impression, je dis ça rétrospectivement, j'en avais pas conscience à l'époque, mais j'ai eu l'impression vraiment de grandir comme une mauvaise herbe, c'est-à-dire de pousser toute seule. J'étais toute seule, j'allais aux réunions parents-prof toute seule, enfin je veux dire, je faisais tout toute seule. Mes grands-parents me disaient, on t'adore, mais juste on veut pas avoir de problème avec toi, donc il faut que tout roule. Donc je faisais mes trucs en douce, je suis allée m'inscrire toute seule au conservatoire, j'ai fait croire que j'avais pas l'âge que j'avais. Quand ils l'ont découvert, j'ai été voir les gens dans les bureaux. Enfin je veux dire, je me suis toujours débrouillée toute seule, donc j'étais très affirmée. Et au fond, j'ai jamais pu être autrement, et je crois qu'aujourd'hui encore, je crois que je n'ai rien renié de la petite fille que j'étais et de l'adolescente que j'étais. Et des fois, les gens me disent « Ah, ne changez pas », tu dis bah, « C'est trop tard en fait ». Mais je crois que je n'ai jamais vraiment changé. Voilà, je suis comme ça. Et
à la fois c'était compliqué aussi parce que j'ai pas travaillé par exemple avec des réalisateurs plus âgés, confirmés. Par exemple, moi j'ai jamais travaillé avec, à part Tanner, mais sinon j'ai jamais travaillé avec Sauté, là, tous les noms me manquent, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'ils savaient pas quoi faire de moi. J'ai eu des rendez-vous avec ces gens-là, hein, mais ils se disaient, elle est pas belle, elle est pas moche non plus, elle est pas grosse, elle est pas mince, elle est marrante, mais elle est pas que marrante, elle est marrante, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de mélancolie, on sait pas quoi en faire. Et du coup, j'ai eu quand même la chance d'arriver à un moment de ma vie où il y avait une espèce de nouvelle vague avec Clapiche, enfin Catherine Corsini, tous les gens qui montaient, beaucoup de femmes réalisatrices qui n'existaient pas dans les années 80, mais qui sont vraiment arrivées, qui ont pris place dans les années 90. Et ces gens-là, en fait, ma singularité, ma personnalité les a intéressés. Et ça, c'était une chance, parce que si j'avais voulu être actrice 15 ans avant, non, je pense que ça n'aurait jamais fonctionné. Est-ce que ça pourrait être l'une des raisons pour lesquelles vous avez travaillé à plusieurs reprises avec certains metteurs en scène? Vous parliez de Cédric Clapiche, c'est le cas par exemple, pensons aussi par exemple aux frères Larieux. Qu'est-ce qui explique cette fidélité, cette régularité de collaboration? Alors tout sauf la fidélité. C'est-à-dire que moi je parle pas de la fidélité dans le couple, mais la fidélité professionnelle, moi j'aime pas tellement. J'aime pas tellement parce que j'aime pas l'obligation, j'aime pas la contrainte. Je trouve que c'est très important de se rechoisir. C'est-à-dire que moi, les frères Larieux, je les adore. Et je vois bien que je suis un peu leur petite poupée de sexe, un peu bizarre, tout ça. Ce qui me plaît, moi, ce qui me fait vraiment rire. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont encore me proposer? Mais je trouve très important qu'ils puissent me choisir ou pas. Et de la même façon, je trouve très important que je puisse leur dire oui ou non. C'est-à-dire qu'après, quand il y a de l'obligation, bah, c'est sûr que tu vas me proposer un truc et c'est sûr que je vais te dire oui. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est plus très sain dans la relation professionnelle. Donc voilà, j'ai travaillé avec ces gens plusieurs fois, pas par choix, pas par fidélité, mais vraiment par choix. Et ça m'est arrivé aussi de... Non. Est-ce que je leur ai dit non? J'ai jamais dit non à Clapiche ni aux frères Larieux, mais ça pourrait m'arriver. Et de la même façon, les frères Larieux sont venus me voir il y a une petite année en me disant, voilà, j'étais très insistant, vous voulez absolument boire un verre avec moi, je dis ok. Et puis comme c'est toujours délicieux de passer du temps avec eux, puis ils m'ont dit, voilà, on voulait te dire, dans notre prochain film, on va prendre Sandrine Kiberlin. J'ai fait un peu de loops, je me suis dit ok, mais j'ai trouvé tellement chouette qu'ils me l'annoncent comme ça, j'ai trouvé ça tellement irrespectueux et amical, je me suis dit, mais au fond c'est chouette. Et puis ils vont travailler avec Sandrine et ils vont me revenir. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence de l'acteur et de la nécessité de savoir où on est en tant qu'acteur, premier rôle, second rôle. Quand on tourne avec Maïwenn, pour prendre un exemple précis, est-ce qu'on sait où on est? Parce que le film est un film de groupe. Est-ce que c'est un cas particulier, la manière dont travaille Maïwenn, notamment dans cette direction d'acteur? Ah oui, absolument. Alors, c'est très très particulier et je pense que ça ne correspond pas à tous les acteurs, mais je pense que quand ça te correspond, c'est un immense plaisir. Je crois que c'est un des plus grands plaisirs de toute ma carrière, c'est de travailler avec Maïwenn. D'abord parce que c'est une fille très particulière, qui a vraiment un désir, qui a un besoin viscéral de tourner. C'est-à-dire, c'est pas un travail intellectuel, c'est pas une envie de faire du cinéma qui serait liée à plein de choses. C'est un besoin absolu d'expression. Donc ça donne déjà quelqu'un de très intense, de pas toujours facile, mais de très intense et de très intéressant. Mais comprendre là où on est avec Maïwenn, c'est comprendre qu'il faut lui faire absolument confiance, c'est ouvrir toutes les portes et être dans un grand état de disponibilité et pas chercher à maîtriser, pas chercher à dire mais je comprends pas psychologiser rien. C'est être là, au présent, très disponible et la suivre, coûte que coûte. Et si tu te laisses faire et si tu fais ça, c'est juste formidable. Et c'est quelqu'un qui
qui est vraiment très animale, quoi. Elle sent les choses, c'est-à-dire que c'est la seule ou la première, en tout cas, parce qu'après j'ai fait des films plus violents, mais à avoir senti chez moi, par exemple, une grande colère. Dans Police, j'ai une scène de rage, quoi. Ben, c'est la première à m'avoir proposé ça. Et je pense qu'elle me l'a proposé parce qu'elle sentait intuitivement chez moi cette rage et cette colère que je cache vraiment, mais extrêmement bien, vous en conviendrez. et donc voilà. Et elle se dit, cette fille, elle a ça en elle. Et elle a raison, j'ai vraiment ça en moi. Mais alors, est-ce que vous auriez voulu plutôt, justement, parce que quand même votre carrière est surtout, elle évolue surtout quand même dans la comédie, est-ce que vous auriez voulu plutôt avoir cette possibilité d'aller dans des choses plus dramatiques, plus sérieuses, plus graves, ou est-ce que finalement c'est quelque chose dont vous n'aviez pas envie ou que vous avez refusé qu'on vous a proposé? Alors, déjà je fais beaucoup de comédies parce qu'il y a beaucoup de comédies qui se font et qu'on m'en propose beaucoup. On ne m'a pas tellement proposé des rôles graves et je le comprends. J'ai quand même beaucoup d'énergie, je suis plutôt très solaire, très pétillante, c'est pas à moi qu'on pense spontanément pour jouer une fille qui sort de tôle et qui rigole pas du tout, quoi. Mais, ceci étant, là, en fait, va sortir un film que je vous conseille, pas tant parce que je suis dedans, mais parce que je trouve que c'est un très bon film qui s'appelle Les Chatouilles, qui parle d'un sujet assez difficile, c'est la pédophilie. Alors évidemment, ça fait partir tout le monde en courant, mais ne partez pas en courant. Soyez curieux parce que le film est formidable et qu'il est plein de vitalité. C'est-à-dire que c'est le film d'une fille qui en fait s'en est sortie, a vécu ça et a décidé d'en faire un spectacle, puis un film. Et le film est d'une vitalité, mais incroyable. Et je me sens beaucoup de points communs avec cette fille. Et là, j'ai un rôle noir, mais je suis horrible. Et j'ai adoré faire ça. Et sortira un film que j'ai fait après, que j'ai terminé le 15 juillet, et qui est l'adaptation du roman de Leila Slimani, peut-être quelques-uns ont lu, Chanson douce, où là je fais quand même la nounou qui zigouille les gosses. C'est pas franchement marrant non plus. Mais c'était génial. Et donc en fait, est-ce que c'est parce que je me sens plus le droit et plus légitime de faire des rôles vraiment noirs aujourd'hui qu'on me les propose, ou est-ce qu'on me les propose parce que finalement j'ai montré une gamme si différente et si complexe qu'on se dit après tout on lui a jamais proposé ça, on peut le faire. Je sais pas, peut-être que c'est une combinaison des deux. Mais franchement, j'ai pas de regrets sur ma carrière. J'ai pas de regrets qu'on m'ait pas proposé ceci ou cela. Moi, je suis quand même consciente de ma chance et je trouve que cette carrière me ressemble beaucoup. Dans le même ordre d'idées, les cinéastes avec lesquels vous tournez, avec lesquels vous avez tourné, sont presque exclusivement des cinéastes français, quelques exceptions près. Oui. Là encore, est-ce que c'est un concours de circonstances ou un désir de votre part? Je vous verrais bien chez Wong Kar-wai, chez Tarantino, pourquoi pas? Oui, bah si vous m'entendiez parler anglais, vous ne diriez pas la même chose. Je sais pas, je pensais que je parlais bien anglais. En fait, j'ai été coincée parce que je pensais que je parlais bien anglais. J'ai passé mon bac et j'ai eu une note lamentable. Enfin, j'ai eu 8. Et là, je me suis dit, mais je parle pas bien anglais, ça m'a bloquée. Et depuis, je ne peux pas parler anglais. C'est-à-dire, s'il faut que je parle anglais, je ne sais même plus comment on dit elle, lui, manger, voiture et tout ça. Je perds complètement mes moyens. Alors qu'espagnol, je parle, mais comme ça. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, je suis bloquée en anglais. Donc déjà, voilà. Je pense que quand tu es une actrice française, pour tourner aux États-Unis ou en Angleterre, il faut vraiment le vouloir. Enfin, les quelques actrices qui l'ont fait, je crois par exemple que Juliette Binoche, moi j'ai un ami qui l'a vu l'autre jour qui me dit mais elle parle un anglais parfaitement sans accent. Pour arriver à ça, je pense que c'est des heures et des heures et des heures de travail que j'étais vraiment pas prête à faire. En plus, je vois pas pourquoi ils auraient eu besoin de moi. Ils ont des actrices vraiment sublimes. Donc ça aurait été beaucoup d'acharnement pour que finalement, voilà. Et puis, mais j'aimerais bien tourner à l'étranger pour voir comment ça fait dans des pays francophones ou
Oui, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Aussi m'éprouver dans une autre langue, quoi. Quand tu es moins à l'aise. Ou chez Almodovar, par exemple. Je pense Chez Almodovar, ouais. Mais du coup, à quel point est-ce que finalement, dès le départ, votre carrière a été une carrière qui se fait avec des propositions et avec des rôles. Enfin, je me demandais si finalement la plupart des rôles n'étaient pas vraiment écrits pour vous, même justement dans cette singularité que vous avez à tous les niveaux, si la plupart des cinéastes ne conçoivent pas finalement des personnages en pensant dès le départ à vous, et à quel point vous avez dû vraiment, après ces 2 films qui lancent la carrière, quand même continuer à faire des castings et à chercher, ou si les choses arrive un peu naturellement, quoi. Non. Après, j'étais une jeune comédienne dans le grand panier des jeunes comédiennes, et tu passes des castings, tu les as pas. Après, petit à petit, les choses changent un peu. L'année où je fais Haut les cœurs et La Nouvelle Ève, qui sont des rôles très emblématiques, en fait. Haut les cœurs, donc c'est Solveig Hansbach, mon ami cher, regretté, qui me propose le rôle, donc un rôle autobiographique d'une jeune femme enceinte pour la première fois et qui découvre qu'elle a un cancer, avec la mort et la vie qui grandissent de concert à l'intérieur d'elle-même. Impossible à jouer. Je lui dis, comment on fait? Je ne sais pas comment on fait ça, donc je dis, écoute Solveig, je veux bien accepter ce rôle-là, mais à la condition que je puisse le faire comme ça, comme si ça m'arrivait à moi, c'est-à-dire on va pas décider dans cette scène-là tu pleures, dans cette scène-là tu ris, si tu veux bien on fait ça ensemble et puis je fais en fonction de ce qui me vient. Et elle m'a dit ok, c'est comme ça qu'on a fait le film, et du coup le film a vraiment un côté très documentaire, donc je fais ça. Et la même année, pareil, à 3-4 mois d'intervalle, Catherine Corsini me propose La Nouvelle Ève. Elle me le propose, c'est-à-dire c'était Valéria Bruni Tedeschi qui avait accepté de le faire, elle n'avait pas du tout pensé à moi. Et puis Valéria, qui avait fait Les gens normaux, n'ont rien d'exceptionnel, c'est ça, qui avait plus de succès que moi, dit oui, puis dit non, je ne sais pas pourquoi. Et donc elle se retrouve à faire un casting. Et donc j'arrive là-dessus comme ça. Et je l'ai. Donc c'est génial, sauf que le producteur dit pas envie, je dis rien. Si tu le fais avec elle, je produis pas le film. Ah ouais. Donc j'appelle le producteur, je lui dis je sais que vous voulez pas faire un film avec moi, est-ce que je peux vous faire changer d'avis? Déjà il me dit pourquoi vous m'appelez, comment vous avez le numéro? Donc voilà. Donc là je me dis oh là là, comment. Et puis Catherine change de producteur pour me garder. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et donc on fait La Nouvelle Ève, qui est ce film qui est vraiment chouette et qui est encore assez actuel, je trouve. Donc pareil, ça, c'était cette année charnière. J'ai eu le César de la meilleure actrice cette année-là pour le film de Solveig, mais je pense que je l'ai eu aussi au regard du film de Corsini. C'est-à-dire que là encore, les deux fonctionnaient un peu en binôme. Et à partir de là, je crois... Alors, Solveig, elle avait écrit ça en pensant à moi. Elle avait écrit ce rôle dans sa chambre stérile. Et en fait, elle m'a dit, j'ai commencé à m'atteler à l'écriture de scénario et j'ai tout de suite pensé que je voulais que ce soit toi qui le fasses. Donc ça a été la première qui a écrit en pensant à moi. Et puis après, non. Après, ça a remis très longtemps avant qu'on écrive en pensant à moi. Clapiche, il n'avait jamais écrit en pensant à moi. Si, après, il a écrit ma part du gâteau. Il avait pensé à moi, il l'a écrit pour moi. Ou Jalouse, des frères Fuenquinos, ils l'ont écrit pour moi. Mais quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Après, non, les Larieux, ils n'écrivent pas pour moi. Ils se disent, on va lui donner ce rôle-là, mais ils n'écrivent pas pour moi. Qui d'autre aurait pu écrire pour moi? Maïwenn et... Oui, Maïwenn dans Police, elle savait qu'elle me confierait ce rôle-là, mais je dirais pas qu'elle a écrit pour moi non plus. Comment vous vous préparez pour un film? Plutôt, est-ce que vous vous préparez à chaque fois de la même manière? Est-ce que vous êtes
très respectueuse des consignes qui vous sont données. Bon, là encore, j'imagine qu'on travaille très différemment avec les Larieux, avec Maïwenn. Si vous voulez bien y revenir, d'ailleurs, moi je suis très curieux de savoir comment la séquence que vous décriviez dans Police s'est mise en place. Qu'est-ce que vous avez comme indication? La réalisatrice vous dit « tu te mets en colère » ou elle est très précise sur ce qu'elle vous demande, sur la durée, etc. Comment est-ce que vous vous préparez, grosso modo, pour aborder un rôle? J'imagine que c'est différent à chaque fois. Bon, alors, pour Maïwenn, la scène dans Police où vraiment je suis enragée, je sais que j'ai cette scène-là à faire, je sais ce que j'ai à dire, avec Marina en face qui me chauffe un peu, et puis il faut savoir que parfois Maïwenn elle intervient pendant qu'on tourne. Dis-lui ça, va à la fenêtre, ouvre la fenêtre. Alors tu joues, elle te dit ouvre la fenêtre, tu fais j'ouvre la fenêtre. Donc ça déjà c'est particulier comme procédé. Dis-lui ça, balance-lui ça. Alors tu es là, tu joues, puis en même temps tu quoi, balance-lui ça. Oui d'accord, ok. Donc tu recommences à jouer tout ça. Donc on a fait, franchement pour cette scène-là, je crois qu'on a fait 5 prises. Les 2 premières étaient mais super nulles. Je m'énervais mal, c'était pas bien du tout. Puis ça dure un peu longtemps, on tourne 10 minutes quoi. Énerve-toi, je dis oh j'arrive pas, c'était le matin en plus. Hein. Tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu prends ta douche, tu prends ton scooter, j'arrive, bonjour, puis il faut que je fasse cette scène, c'est ça quand même. Hein. Donc j'étais pas réveillée, j'avais encore un pied dans mon lit, tout ça, donc s'énerver c'était pas évident. Et puis, donc les 2 premières fois, elle me dit j'y crois pas, c'est pas bien. Je lui dis oui, je vois, c'est vraiment nul. Elle me fait bon, on continue, hein, qu'est-ce que tu veux? Je dis d'accord. Donc la 3e, paf, je sens que je suis réveillée, que ça commence à y aller. Et en fait, je crois que ce qu'elle a gardé, c'est la 4e. Donc la 3e, je me réveille, ça y est, je sens que je suis là. La 4e, je suis vraiment super énervée. Et la 5e, je suis bien énervée aussi, mais je commence à être un peu fatiguée. C'est-à-dire, je me suis tellement énervée, je commence à sentir comme ça, que je me dis c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et après, je rentre chez moi, on fait la journée, on tourne d'autres séquences pendant la journée, etc. Et je rentre chez moi, je me mets au lit. Donc, je dirais, cette scène-là, on l'a tournée à 10h du matin. Je me mets au lit, allez, à 11h, donc 12 heures après. Et dans mon lit, je réalise seulement maintenant que cette scène m'a tellement mis en rage que j'ai le sang qui fait ça dans les jambes. Et je m'aperçois que je suis restée comme ça toute la journée en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas réalisé à quel point cette scène-là m'a surmobilisée. Je me suis mais vraiment super énervée. Mais moi, comme j'ai un rapport très ludique et plutôt léger, que j'ai pas trop envie de m'appesantir sur des choses un peu délicates, du coup, j'ai fait la scène, j'étais contente, j'en étais débarrassée, et je ne me suis pas rendu compte à quel point ça m'a possédée, quoi. Je m'en suis rendu compte le soir dans mon lit. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur Maïwenn. Et sinon, comment je me prépare, ça dépend. C'est une question piège, j'en ai bien conscience. Non, ça dépend. Ça dépend. Les frères Larieux, par exemple, pour ceux qui ont vu 21 nuits avec Patty. Passera dimanche soir. Voilà. Donc 21 nuits avec Patty. J'ai des textes longs comme le bras, porno. Et quand j'ai lu le scénario, j'étais toujours pareil dans mon lit, j'en ai rougi de ce que j'avais à dire. Ça m'a fait rougir, je me suis dit, waouh, ils y vont, quoi. Et donc le travail a consisté à apprendre tous ces textes. Vraiment, je peux parler pendant 5 minutes non-stop, vous allez voir. Puis je parle en discutant, en faisant la cuisine, en faisant mon jardin, enfin je veux dire... Donc il fallait que je sache vraiment le texte par cœur, à l'endroit, à l'envers, à gauche, à droite, que je le sache suffisamment pour l'oublier et ne jamais le réciter. C'est-à-dire que la difficulté de ce texte-là, c'était de rentrer dans... Donc c'était très difficile en fait. C'était un de mes rôles les plus difficiles, parce qu'en plus, tu dois donner l'impression, si vous le voyez, vous verrez, tu dois donner l'impression de dire ça, mais comme si tu récitais la Bible, quoi. Alors que le truc est quand même assez difficile à dire. En plus, les textes sont crus, sexuels, pas toujours positifs, et il fallait que ce soit très appétissant et très gourmand. Donc c'était vraiment difficile. Donc là, par exemple, il y a eu un vrai travail de ma part sur le texte.
le texte. Je me suis pas dit qui est cette fille, quelle est son enfance et tout ça. Je me suis dit, vas-y, le texte. Donc j'ai mis vraiment longtemps à apprendre, à me dégager du texte, etc. J'ai fait un film pour la télé qui s'appelle Yann Pia, où je jouais le rôle de Yann Pia, d'une femme qui a donc existé. Et là, en fait, j'ai femme politique qui est au FN, parce que Jean-Marie Le Pen est son parrain, et puis qui ensuite passe au RPR, et qui se fait assassiner 5 minutes avant d'obtenir la mairie d'Hyères, parce qu'elle est trop dangereuse, en fait. Et elle allait obtenir la mairie, qui allait lui donner beaucoup de pouvoir régional. Et donc moi, je n'y connais rien en politique, donc tout mon travail, par exemple, sur ce film-là, a été de comprendre la pensée politique. Comment tu vas au FN, comment tu passes du FN au RPR, pourquoi, quels sont les enjeux, pourquoi elle a été assassinée, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà, je n'ai travaillé que le politique, par exemple. Parce qu'il me semblait que, après, le réalisateur me donnait des films où on la voyait marcher avec ses filles, tout ça. On m'a dit, tu les as regardés? Je dis, oh oui, je vais regarder. Je me suis dit, je ne vais pas l'imiter. Ce qu'il faut que je comprenne, c'est elle de l'intérieur, sa pensée politique, son combat. Et finalement, alors que physiquement, j'étais à l'opposé d'elle, parce qu'elle était très brune, on avait juste toutes les deux des yeux vert clair, mais sinon, elle est très brune, très, très marron, comme ça, très sud. Et moi, je suis plutôt nord. En fait, après, on m'a déguisée et tout ça, et je suis arrivée, comme j'avais tellement compris sa pensée politique, quand je suis arrivée à Hyères, les gens l'ont vu, ont fait « Oh mon Dieu, c'est Yann Pia, là, voilà !» Même celui qui avait écrit le film, parce qu'il avait fréquenté et tout, il m'a vu, je l'ai vu immédiatement, les larmes aux yeux et tout ça. Donc il y avait un mimétisme qui s'était fait, mais de l'intérieur, en fait, à partir de cette pensée politique. Quel autre film, par exemple là, le film que j'ai fait, Chanson douce, j'ai beaucoup travaillé le personnage. C'est-à-dire, quand tu arrives à ce geste ultime qui est de tuer des enfants, tu te dis, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'une femme qui... Alors, elle les tue par amour, certes, hein, mais elle est en même temps un peu givrée. Donc, tu essaies de comprendre ça, où ça prend racine, qu'est-ce que ça veut dire. T'imagines des choses, t'imagines son enfance, t'imagines son mari, t'imagines son malheur, t'imagines sa souffrance, tu comprends comment, en rentrant dans cette famille, elle a l'impression qu'on lui donne tous les droits, qu'on lui ouvre la porte, que enfin on lui ouvre la porte du bonheur, et puis un jour on referme cette porte et c'est insupportable pour elle. Enfin, c'est en tout cas toute l'histoire que je me suis racontée autour d'elle. Donc là, vraiment, je travaille beaucoup le personnage, la rêverie, l'imagination, voilà. Quoi d'autre, par exemple? Est-ce que vous avez un exemple précis sur un film? Non, en fait, ce serait... Ou plutôt préciser un petit peu en vous demandant où va votre goût. Est-ce que justement vous aimez entrer dans un personnage jusqu'au mimétisme comme vous l'écriviez, ou est-ce que vous préférez avoir un petit peu de liberté, une certaine marge de manœuvre avec des scènes d'improvisation par exemple? Alors moi vraiment, je suis très à l'aise partout. C'est là où je me dis que je suis vraiment à la bonne place en étant actrice. C'est-à-dire, vraiment j'ai ce sentiment. Et plus je vieillis, plus j'ai ce sentiment que c'est vraiment ma place. Moi j'aime faire ce qu'on attend de moi. Ça m'amuse énormément de... Bon, j'aime pas qu'on soit autoritaire avec moi. J'aime pas qu'on me dise tu fais ça et tu te la fermes. Alors là c'est très compliqué pour moi. Parce que comme j'ai grandi, comme je vous disais, un peu comme une mauvaise herbe, si tu arrives et que tu me dis alors c'est moi l'autorité et toi tu vas suivre le chemin, ça marche pas. Ça marche pas du tout, ça se passe en général très mal. C'est-à-dire je me braque, je prends tout mal, je deviens adolescente, c'est atroce. Ça va. Et donc voilà, mais ça c'est un rapport de personne à personne, c'est pas un rapport dans le travail. Dans le travail, moi, il n'y a rien qui me plaise plus que de plaire au metteur en scène, et s'il veut qu'on fasse comme ça, ça me plaît, et s'il veut qu'on fasse autrement, ça me plaît aussi. C'est juste qu'on peut tout obtenir de moi si on ne me donne pas d'ordre. Mais au-delà
de la qualité ou de votre intérêt pour le scénario ou pour des films qui vous ont été proposés? Est-ce qu'il y a des rôles que vous avez refusés? Est-ce qu'il y a des rôles dont vous vous êtes dit, voilà, ça m'intéresse, mais en vrai, je ne vais pas pouvoir me mettre dans ce personnage-là? Ah, mais jamais. Et si même je me dis je pourrais pas le faire, ça me donne encore plus envie de le faire. Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Jamais je me suis débinée. Pourtant, des fois, le 21 nuits avec Patty, j'aurais pu me débiner. Hein. Pareil, les frères Larieux. C'est assez amusant, ça va vous plaire, cette anecdote. Les frères Larieux me proposent un homme, un vrai. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un de leurs premiers films. Mon agent m'appelle, me dit, des réalisateurs très intéressants, les frères Larieux, qui avaient fait La Brèche de Roland, te proposent le rôle principal, c'est super et tout. Je lis le scénario. Dans le scénario, dès le début du scénario, j'ouvre la porte à mes invités, je fais une soirée, bonjour, entrez, je suis seins nus. Déjà, ça me coince. Je me dis, comment ça, seins nus? Donc je continue à lire le truc, ça me prend direct de traviole. Je me dis, ça veut dire que je vais être seins nus. Et là, ça dure 20 minutes. 20 minutes, elle est seins nus, je vous offre quelque chose? Tout le monde est habillé. Et l'actrice est seins nus. Bah, je referme le truc, téléphone à mon agent, je dis, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Il me dit, mais pourquoi? Je le ferai jamais, je le ferai jamais. Et je ne dis pas, je le ferai jamais parce que je serai seins nus, je veux pas. J'ai une grosse poitrine, je sais pas, je me dis, je veux pas être seins nus. Donc je dis non, je sais pas, j'aime pas du tout, je trouve ça très bizarre, ce truc. Elle reçoit les gens seins nus, elle dit non, mais c'est amusant, au contraire, c'est très insolent, je sais pas, c'est pas mon idée d'insolence. Je dis pas. Elle me dit, mais quand même, il dit aux frères Larieux qu'il avait écrit en pensant à moi. Il dit ça aux frères Larieux. Les frères Larieux disent, on veut la rencontrer. Il me rappelle, il me dit, les frères Larieux, moi je te conseille, ils veulent te rencontrer, rencontre-les. Non, je ne veux pas rencontrer ces pervers. Je pense que ces gens sont très bizarres. Non, je n'ai aucune envie de rencontrer ces pervers, ça ne m'intéresse pas. Okay. Donc je ne le fais pas. Ça doit me rester un peu dans la tête quand même, parce que je vais voir le film quand il sort. Et là, je me dis, t'es une conne. T'es une conne, le film est super et j'aurais adoré être dedans. Donc, des années passent et je vois les frères Larieux à un festival au Japon. Je fonce sur eux, je leur dis « Bonjour, voilà, je suis une conne d'avoir refusé votre film parce que je suis allée le voir et je l'ai adoré. Donc voilà, je voulais vous dire, je suis une conne. » Ils me disent « Mais pourquoi t'as dit non ?» J'ai dit « J'ai dit non parce que j'étais seins nus. » Ils me disent « Mais c'est complètement idiot. Tu nous l'aurais dit, on t'aurait mis un soutien-gorge et puis on en parlait plus. » Je dis « Ah oui, c'est idiot et tout ça. » Ils disent « Bon, tu feras le prochain. » Je dis « Ah je veux bien. » Et le prochain, ils m'ont bien bisuté. C'est-à-dire que le prochain, c'était... c'était celui, le film d'anticipation, là. Oui, c'est les derniers jours du monde. Voilà, c'est les derniers jours du monde, j'enlève ma culotte et je m'assois sur la tête de Mathieu Amalric. Et vraiment, ils m'ont bisuté. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est horrible, je me suis dit, donc... Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a les images qui s'affichent derrière vous. Je me suis dit, donc là, voilà, j'ai envie de travailler avec eux parce que ce metteur en scène m'intéresse. Très clairement, ils me bisutent, ils me disent, ah, t'as pas voulu, on avait écrit un truc pour toi, super, t'as pas voulu, t'as fait ta mijaurée. Et maintenant, si t'as envie, c'est ça le truc. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, je peux vous dire, ça a été pénible. Et heureusement, c'était avec Mathieu Amalric qui a été super et tout ça, donc ça s'est bien passé, voilà. Enfin, il faut quand même le faire. Et ils ont vu et tout ça, et ils ont vu que, en fait, j'avais envie de travailler avec eux, et voilà. Et à partir de là, on a commencé notre collaboration. Mais quand même, voilà, c'est ça aussi. Donc vous avez joué plusieurs fois avec Amalric dans les films des frères Larieux. Quand on retrouve un comédien avec lequel on a déjà joué, est-ce qu'il est difficile de fuir peut-être la spontanéité qui consisterait à reproduire des choses qu'on a déjà jouées quand on était ensemble sur un plateau? Ah non, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas du tout, d'abord parce que souvent on retrouve un comédien mais pas avec le même metteur en scène, donc c'est très différent. Après, il y a des comédiens avec qui tu t'entends très bien et des comédiens avec qui tu t'entends pas bien. Et tu peux t'entendre pas bien avec un comédien avec qui tu joues bien et inversement. Tu peux aimer beaucoup un comédien dans la vie et pas jouer bien avec lui.
tu as du mal à l'écouter, tu sens qu'il n'est pas dans ton rythme, tu lui envoies la balle d'une certaine façon, tu sens qu'elle tombe à côté, tout ça. Mais quand tu joues très bien avec un acteur, ça, je dirais que ça scelle une amitié professionnelle pour toujours. C'est-à-dire qu'on est toujours très content de se retrouver. Mais chaque film a son identité propre. C'est-à-dire que tu vas jouer un film où tu vas être amoureux, puis après tu vas jouer un film où tu vas être frère et sœur, tu confonds pas en fait. Et c'est toujours très différent et tu te mets juste dans le rôle qui t'est destiné, qui t'est attribué. Après dans la vie, tu décides de manger ensemble et de passer du temps ensemble ou pas. Mais en tout cas, ça se confond jamais. Mais il y a une complicité artistique qui existe de fait ou pas. Voilà. Moi, je me demandais, vous avez 30 ans de carrière, plus ou moins. Oh, tant que ça. Je suis si jeune, pourtant. Un peu moins. Non, mais... Bon, ceci étant, en tout cas, une très belle carrière. Voilà. On parle souvent de la difficulté des femmes au cinéma. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que finalement les choses ont évolué à travers votre carrière? Comment est-ce que vous regardez aussi le type de rôle qu'on vous proposait avant, les rôles qu'on vous propose aujourd'hui? Comment ça fait pour vous de vous voir avant, de vous voir aujourd'hui? Quel est votre rapport avec le temps qui passe au cinéma? Alors, pas très agréable. C'est-à-dire que vous voyez sur des photos, vous vous dites « Ah, qu'est-ce que j'étais moche à cette époque avec cette coiffure, tout ça », mais vous ne vous voyez pas bouger. C'est-à-dire que nous, on se voit vivant comme ça. Et là où vous, peut-être vous vous voyez dans des petits films, vous dites « Ah, je déteste ma voix, ah, je ne me voyais pas comme ça », nous, on a ça tout le temps, régulièrement. Et tu te vois vieillir au cinéma. C'est-à-dire que moi, quand je me vois dans la glace le matin, selon les matins, mais je peux me trouver pas mal. Et quand je me vois au cinéma, alors que je suis plutôt très bien maquillée, plutôt magnifiée par rapport à ce que je suis avant d'arriver à la table de maquillage, je me vois vieillir et je me dis « Oh, je suis si vieille que ça, mais je me voyais pas comme ça ». Et donc c'est toujours un choc et c'est jamais un choc très agréable. Donc, disons que j'évite de me regarder. Donc, je me vois, parce qu'il faut que je vois le film, je le vois, c'est plus ou moins agréable, et puis après, j'évite de me regarder, parce que, je me trouve jamais aussi bien que le matin, devant ma glace, où j'ai un bel éclairage et tout ça. Après, vieillir au cinéma, quand j'ai confiance en moi, c'est ce que je disais à un journaliste tout à l'heure, quand j'ai confiance en moi, que je me dis « Ah, que la vie va-t-elle me réserver ?» Alors maintenant que je vieillis, je vais plus être une jeune femme, je ne suis plus une jeune femme. Qu'est-ce qu'on va me proposer comme rôle? J'attends ça avec curiosité et plutôt beaucoup de joie. Et puis quand je suis nettement moins confiante, je me dis « C'est atroce, si après j'ai plus que des petits rôles, où je sers la soupe au rôle principal, ça va être atroce. Si on me propose plus rien d'intéressant, si je deviens trop vieille pour qu'on me propose des trucs, et là c'est pas très agréable. Mais je pense que l'un comme l'autre, je sais pas. On a quand même la sensation qu'en France, les actrices ont finalement une carrière enfin en tout cas, du point de vue du public, moi j'ai l'impression que les actrices continuent à travailler qu'il n'y a pas vraiment comme aux États-Unis peut-être, un moment où effectivement certaines ont l'air de dire que ça s'arrête et que ça devient plus compliqué de... Oui, mais c'est quoi les rôles? C'est-à-dire que moi j'aime bien les rôles qu'on me donne, quoi. Et je suis pas tellement décidée à avoir des rôles beaucoup moins bien parce qu'on n'écrit plus pour moi, ou des rôles vraiment intéressants. Jalouse, c'est super à jouer. Est-ce que... je sais pas trop répondre à ça en fait. Mais c'est vrai que, sachez-le, le jour où j'ai que des petits rôles comme ça, vous saurez que j'ai des boules. J'aurais super les boules. Je ferais peut-être encore la blague, mais... Là, c'est l'ego qui parle, c'est la peur de l'ennui, c'est la peur d'être oublié par le public, c'est quoi qui joue là en fait?
c'est pas l'ego, c'est surtout de pas être oui, moi j'ai besoin d'être un peu excitée. J'ai besoin d'avoir des propositions qui m'excitent. Je suis un peu, comment dire, je pense que j'étais une enfant hyperactive. Je suis restée une actrice, une femme, une adulte un peu hyperactive. J'ai trop d'énergie, moi. Si je reste couchée toute la journée, je dors plus. Même si je suis malade, il faut que je bouge. Sinon, j'ai un truc comme ça de rythme. Donc, si après, il faut que j'apprenne à, comme ça, tourner 10 minutes par an, comme ça va me rendre vraiment malheureuse, quoi. Donc, c'est pas de l'ego, c'est vraiment un besoin de m'exprimer, besoin d'expression. Après, je pourrais faire du théâtre aussi, ou voilà, mais j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de travailler, moi. Il y a des gens qui sont très contents de prendre leur retraite, et il y a des gens qui, en retraite, sont encore plus actifs qu'avant. Je pense que je ferai partie de cette deuxième catégorie. Je pense que je serai jamais à la retraite. Je peux pas. Pour rebondir sur ce que vous dites, alors ceux qui enregistrent votre image, ce sont les réalisateurs, mais ce sont aussi et surtout les chefs opérateurs, les directeurs, directrices de la photo. Est-ce que vous avez un dialogue avec eux? On connaît certains acteurs, certaines actrices qui discutent, notamment avec les chefs opérateurs, mais ça peut être l'équipe technique de manière plus générale, qui s'intéressent vraiment à la fabrication du film, comment le film se fait, y compris d'un point de vue technique, etc. Et par extension, est-ce que vous avez déjà eu la tentation de la réalisation, ou de l'écriture d'ailleurs? Alors, pas du tout. Parce que moi, je lis un film comme une actrice. Je ne pense jamais le film en termes d'image. Je pense toujours, quand je lis un film, bon, je le lis une première fois comme ça, mais je le pense, je le rêve, je le fantasme. Si je décide de l'accepter, tout de suite se met en marche quelque chose dans ma tête qui est vraiment de l'ordre du travail de l'actrice, c'est-à-dire les relations entre les personnages. Pourquoi est-ce que je vois ça pour ce personnage? Tiens, cette relation m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je relis les scènes. Bon, je vois vraiment les choses en termes d'incarnation de personnages. Et jamais en termes d'image, jamais en termes de rythme, jamais en termes de musique. Jamais, jamais, jamais. Et je fais partie je dirais, des rares acteurs avec ma maturité à si peu m'intéresser à la technique. Et en plus, j'ai vécu 25 ans avec un chef-op. Et je ne sais toujours pas ce qu'est quand on dit on va passer un truc ou un machin. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire tellement ça m'intéresse pas. Et je pense que je suis une des rares parce qu'au bout d'un moment, tu sais quand même. Mais moi, c'est pas mon truc, je sais pas comment dire. L'opérateur ou le réalisateur, il me filme comme il veut. Après, parfois, selon les scènes, si par exemple j'ai des scènes d'émotion, je demande comment je suis filmée. Est-ce que je suis filmée en pied? Est-ce que je suis filmée là? Ou est-ce que je suis filmée là? Parce que si tu es filmée en très gros plan, comme moi je suis très expressive dans la vie, si tu es filmée en très gros plan et que tu es surexpressive, c'est un peu gênant. Donc il faut adapter parfois le thermostat, quoi. Tu tournes un petit peu le thermostat. Mais c'est le seul truc que je demande. Vraiment, j'abandonne mon image au réalisateur et au chef-op. Aussi parce que je m'aime pas beaucoup physiquement. Donc voilà, j'aime pas me voir, donc je vais pas voir la photo, je vais pas dire est-ce que là je suis belle ou pas belle, parce que de toute façon je me trouve pas belle, donc du coup je préfère pas m'en occuper. Est-ce que ça vous est arrivé tout de même parfois de vous dire que votre personnage faisait quelque chose qui n'avait pas de sens par rapport à la projection que vous en aviez? Et est-ce que vous avez dans ce cas-là eu une influence sur même des petites choses en fait? Oui. Mais oui, moi j'aime beaucoup collaborer avec les metteurs en scène. Je trouve que c'est important pour moi de comprendre ce que je fais. Donc si effectivement j'ai des questions, des interrogations, si je ne comprends pas comment le personnage réagit, oui, je vais vraiment demander au metteur en scène. Et si je ne suis pas convaincue, je le dis aussi. Après, si le metteur en scène me dit « Oh écoute, j'ai envie que tu le fasses », je le fais.
Mais voilà, oui, ça m'arrive, bien sûr, souvent. Enfin, souvent, ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive au moins à chaque film. Sur un truc ou deux. Et puis... quoi d'autre? Ouais. Oui, oui, ça m'arrive. J'aime bien la collaboration. Je trouve que c'est bien. Puis parfois, on a des intuitions comme acteurs qui sont très justes. Et parfois aussi, on pense pas le film comme un metteur en scène, donc on est un peu gêné par une chose et après on voit le résultat et on se dit heureusement qu'il a tenu bon parce que c'était une très bonne idée qu'il avait. Et c'était pas une bonne idée de pas le faire. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des films, on ne demandera pas les noms, mais en même temps, si vous avez envie de les dire, on sera ravis de les entendre, mais est-ce qu'il y a des films que vous regrettez d'avoir fait ou que vous avez trouvé a posteriori mauvais? Ah oui. Il y en a, pas énormément, mais il y en a. Mais je regrette pas de les avoir faits parce que j'ai jamais fait des choix d'argent ni des choix de carrière. J'ai toujours fait des choix un peu spontanés, un peu tout ça. Après, oui, il y a vraiment des films que j'ai regretté d'avoir fait, essentiellement parce que je me suis pas entendue avec le metteur en scène et que j'ai été déçue du résultat. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas m'entendre avec un metteur en scène et de voir le film et de dire « Oh, le film est génial ». Le mec est un con, mais le film est génial. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je ne me suis pas entendue avec un metteur en scène, j'ai trouvé en plus le film mauvais. Donc voilà. Et encore une fois, comme je vous disais, je pense que dans le conflit, moi, je ne suis pas bonne. Je suis mieux dans l'amusement, l'envie, l'amour, la décontraction et tout ça. Je suis beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de désir et de créativité. Et oui, mais je ne regrette pas de les avoir faits parce qu'à ce moment-là, je les ai choisis pour des bonnes raisons et qu'ils m'ont servi à quelque chose. Par exemple, je me suis fait maltraiter sur un film qui n'est pas du tout impérissable, hein, loin de là, qui s'appelle Les Victimes de Patrick Grandperret, qui m'a vraiment maltraitée. Et ce film m'a servi, aussi douloureux que ça a été, ce film m'a servi à ne plus jamais l'être. Parce que j'ai pas su me défendre, en fait. Et je m'en suis toujours voulu parce que je me suis dit, ce type m'a maltraité et j'ai participé à ça. J'ai participé à ça. J'ai pas su me défendre, mais j'ai participé à ce que j'ai subi. Ça, c'est atroce. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça ne s'est plus jamais représenté. Et ça ne s'est pas représenté parce que j'ai vécu ça, j'y ai réfléchi et j'ai fait en sorte que ça ne se représente plus jamais. Donc même quand les films n'étaient pas bien et qui se passaient pas bien, ça m'a permis soit de reconnaître les personnalités qui ne me conviennent pas et qui ne me conviendront jamais. Voilà, ça m'a servi en fait. Sans aucun lien avec la question précédente, pas de méprise, vous avez joué dans La Famille Bélier, vous incarnez le rôle de la mère. Ils sont épuisés, les... Ouais, On n'en peut plus. On va réduire le débit. Et justement, on va en parler, parce que dans La Famille Bélier, vous incarnez le rôle de la mère, et vous jouez avec François Damiens, deux parents, deux adultes, qui s'expriment par l'intermédiaire de la langue des signes. On parlait tout à l'heure de préparation pour un rôle. Celui-ci, nécessairement, a été un petit peu particulier. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, j'ai lu le film et j'ai senti tout de suite le grand potentiel populaire du film. Je me suis dit, je ne sais pas si ce film sera réussi, mais s'il l'est, je pense que ça peut vraiment être un film très populaire. Et le film m'a plu. Et ce qui m'a plu beaucoup, c'était... Parce que l'avantage d'être acteur, c'est que à un âge où normalement on n'apprend plus vraiment beaucoup de choses nouvelles, hein, à moins que tu décides de te mettre... Quand tu es acteur, tu dois régulièrement apprendre des trucs. Par exemple, moi je nageais comme une savate, et pour la nouvelle Ève, j'étais prof de natation. Et j'ai dû prendre des heures et des heures de natation pour nager un peu le crawl et tout. C'est bien en fait, parce que j'aurais jamais pris ces cours de natation, et j'ai dû les prendre. Pareil pour la musique, je sais pas, pour plein de choses en fait. Régulièrement, on me dit « Ah, tu seras prof de claquettes ». Tu fais « Ah, chouette ». Donc pendant 6 mois, tu fais des claquettes, tu apprends à faire des claquettes. C'est assez chouette.
ça permet quand même de rester assez jeune dans sa tête. Et donc là, je me dis, ah chouette, je vais apprendre la langue des signes. Donc j'ai rencontré mon prof, Alexei, qui était sourd, et pas de naissance, mais à 2 ans, à 3 ans, il me dit, mes oreilles se sont éteintes. Et il y avait une fille voilà, qui parlait et qui était celle qui dirigeait le... Oh là là, j'y arrive plus, ça commence à... qui avait c'est la boutique qui me vient, mais c'est pas la boutique, enfin le centre, quoi. Et donc c'était un de ses profs, voilà, c'était un de ses profs. Et donc elle est venue, tout ça, puis elle dit, bon ben voilà, maintenant que vous vous connaissez, la prochaine fois, il vient tout seul. Tu fais, attends, il vient tout seul, c'est-à-dire comment on communique? Elle me dit, vous allez communiquer. Tu dis, ok, mais comment? Bon, ok, bon. Donc il arrive, il sonne, alors je fais, ah, bonjour Alexei. Donc il fait, bonjour. Enfin, il fait, ah, je dis, ah, bonjour. Je lui dis, tu veux boire un thé? Tu veux... Et puis ça commence comme ça, en fait. C'est-à-dire, je lui dis, tu veux du café, du thé? Donc je lui montre la machine à café, donc il me montre que la machine à café, c'est comme ça. Et puis, tu veux du thé? Alors le thé, c'est comme ça. Je lui dis, que veux-tu? Alors il me dit, moi, je veux du thé. Je fais, ah d'accord. Donc la fois d'après, il vient, je dis, bonjour Alexei, tu veux du thé? Et puis petit à petit, en fait, on apprend comme ça à parler cette langue des signes. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que j'ai vraiment pénétré un monde très différent et qui me ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont hyper directs. Il n'y a pas de filtre. Et je me suis sentie très bien parce que moi j'ai un problème, c'est que je suis un peu comme ça. Je suis carrément comme ça dans la vie et c'est pas toujours facile. Et avec eux, j'avais l'impression d'être chez moi. C'est-à-dire que c'était pareil. C'est-à-dire que les sourds, par exemple, vous êtes dans un ascenseur. Ça, c'est une histoire vraiment qui se raconte dès que tu rentres en contact avec des sourds. Je sais pas comment on t'explique le mode d'emploi. C'est dans un ascenseur, vous êtes 4. Ding dong, ça s'arrête au 4e. Hop, rentre un maigre et une grosse femme. Et tu peux pas repartir, c'est trop. Ben, tous les sourds vont dire à la grosse, tu sors parce que c'est toi qui es la grosse. Et il n'y a pas de... C'est tout, c'est comme ça, c'est juste qu'il est en surcharge. Il y a un type maigre et il y a une grosse, bah c'est toi qui sors parce que c'est toi la grosse. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de méchanceté là-dedans. C'est juste comme ça. C'est pareil, on te donne un nom, si tu n'as pas de cheveux et que tu as un nez comme ça, ben ton nom ça va être vout, vout. Et c'est tout. Et tu peux dire, ah dis donc c'est vache, j'ai pas de cheveux, tu crois que ça me fait plaisir, mais c'est pas la question. T'as pas de cheveux, t'as un nez comme ça, c'est tout. Et donc les sourds sont comme ça. J'ai adoré ça. On a ri mais comme des vaches. Et vraiment, mais j'ai tout oublié malheureusement. C'est-à-dire je parlais pas mal sur un truc, sur une échelle où on est courant à 7. Moi, j'étais arrivée au stade entre 3 et 4, donc c'était pas mal. Et j'ai tout oublié, parce que je me suis pas entraînée, tout ça. Donc parfois, je rencontre des sourds dans la rue qui me font « Ah, salut, comment ça va ?» Je fais « Ah, j'ai tout oublié, laisse tomber, parle pas avec moi, j'ai tout oublié. » C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que, en plus, je trouve qu'à l'école, si en maternelle, on pouvait apprendre la langue des signes aux petits, d'abord, ça permettrait d'avoir un pont entre le monde des sourds et le monde des entendants. Et en plus, au niveau de l'expression, c'est génial. Parce que, par exemple, pleurer, bon ben pleurer, c'est ça. Et si tu pleures un tout petit peu, tu fais comme ça. Et si tu pleures beaucoup, tu fais... Mais ce n'est que de l'expression, en fait. Le signe est quelque chose, et l'expression sert à expliquer ce que c'est. Donc tu ne fais que jouer, que exprimer. C'est super. Moi, je vous invite vraiment... Si vous ne savez pas quoi faire, vous dites tiens, qu'est-ce que je fais? Apprenez la langue des signes. C'est formidable. Ça ouvre une porte dans la tête.